Marseille. Marseille qu'on pensait tout acquise au bleu, au blanc, couleur de la mer, couleur du ciel, couleur de l'OM. Marseille qu'on pensait tout acquise au jaune du pastis, au rose des côtes de Provence. Et Marseille, Marseille qui se réveille amoureuse des blondes, des rousses, des brunes. Marseille devenue épicentre brassicole bouillonnant. Ce qui nous rappelle que dans Canebière, il y a bière. Pour ausculter cette effervescence nouvelle, deux libres buveurs, une libre buveuse d'ailleurs, Vanessa Gottman, bonjour, vous faites un peu partie de ces pionnières avec votre cave à bière Fidge et plus récemment le bar à bière qui porte le même nom, Fidge. Alors je ne vais pas vous demander d'avoir l'accent marseillais et pour cause puisque vous êtes belge. À côté de vous, Guillaume David, je ne vais pas vous demander non plus d'avoir l'accent belge puisque vous n'êtes pas belge. Pour autant, vous portez en vous une petite coquetterie puisque votre brasserie de Sulose est installée sur un domaine viticole et que vous êtes dépositaire d'un certain nombre de pratiques que vous allez nous raconter tout à l'heure. On peut déjà parler de biodynamie, par exemple. J'ai parlé de nouveautés en termes de bière à Marseille, ça n'est pas tout à fait exact dans le sens où il y a une vraie antériorité. Il suffit de se rappeler qu'au début du XXe siècle, les marins anglais qui débarquaient à Marseille prononçaient canebière, can ho beer, canette de bière, qui raconte un peu l'effervescence, la manière dont tous les débits de boissons avaient pu coloniser la canebière. Pour autant, Vanessa, il y a ce nouvel engouement autour de la bière à Marseille. À quoi ça répond? Alors bon, en fait, ce n'est pas lié qu'à Marseille. Il y a un vrai engouement autour de la bière déjà, bon, là, localement, au niveau national et plus large. Plus large. Voilà, ça ne se résume pas qu'à Marseille. Il y a un vrai engouement autour de la bière artisanale, craft, hein, comme on dit. D'accord. Et c'est un mouvement plutôt international. D'accord. Donc, national, international. Voilà. Et donc Marseille ne pouvait pas rester à l'écart de ce grand raz-de-marée brassicole. Mais comme vous le disiez déjà, il y a une vraie histoire autour de la bière à Marseille, certes qui a été un peu oubliée durant le XXe siècle, et c'est en train de revenir. Et donc il y a un vrai engouement autour de la bière artisanale locale. D'accord. Ce qu'on traduit donc par craft. Craft. Avec donc des produits plus incarnés. On comprend, Guillaume, qu'il y a peut-être maintenant un bonhomme, une bonne femme dans la bouteille, mais au final, quelle définition on pourrait donner de la bière artisanale? Qu'est-ce qui la distingue de la bière industrielle? Est-ce que ce sont des pratiques? Est-ce que ce sont des matières différentes? Alors c'est vrai qu'on utilise peut-être un peu plus de matière que dans les bières industrielles, avec des sélections de doublons et des sélections de malt peut-être un peu plus pointues, et des manières de faire différentes dans les recettes. Que ça soit dans la manière d'utiliser le houblon ou la manière d'utiliser le malt à l'intérieur des recettes. Donc, ça veut dire des matières plus nobles, ça veut dire des concentrations de matières différentes? Des concentrations, des houblons peut-être aussi un peu plus chers qui ne sont pas utilisés dans l'industrie parce qu'ils ne sont pas forcément rentables. Nous, on les utilise et puis des fois même à foison pour vraiment mettre du peps dans nos bouteilles, quoi. D'accord. Voilà. Il y a quand même dans les conversations brassicoles des termes qui reviennent assez régulièrement, fermentation haute, fermentation basse, fermentation spontanée. Très simplement, lorsqu'on est accoudé au bar, au zinc avec une bière industrielle, à quel type de bière est-ce qu'on a affaire? Sur les bières industrielles, on est vraiment sur des fermentations basses généralement. D'accord. Donc comment on traduit fermentation basse? Alors fermentation basse, on est sur une fermentation où les levures vont travailler aux alentours des 10 degrés. D'accord. Voilà. Fermentation haute, on est plus sur les 20 degrés. Et ça va avoir une incidence sur le goût? On a complètement une incidence sur le goût. On va avoir des goûts fruités grâce à la levure. Mais en fait, voilà, c'est cet aspect-là qu'on va retrouver dans la bière et pas forcément le houblon et le malt derrière, quoi. Et vous, à Sulose, puisque là on a un petit aéropage de bière, de ce que vous produisez, vous avez pris des chemins différents par rapport à ça? Vous avez des directions bien précises? Alors, nous, on travaille on travaille tout. C'est vrai qu'on est vraiment porté aussi sur les bières acides, les bières. Alors bière acide, pardon, on est obligé quand même de de valider cet aspect-là. Qu'est-ce que c'est qu'une bière acide? Alors bière acide, c'est une bière où on va baisser le pH. On est proche d'un pH de vin blanc. On est à un pH à 3,4 pour les experts. Et on travaille de différentes manières avec des bactéries lactiques ou des levures sauvages, comme dans les vins nature. D'accord. Et vous produisez combien de bières? Là, aujourd'hui, on a 25 bières différentes qui passent des acides à des bières de fermentation basse, des bières de fermentation haute, et après des spécialités un peu différentes, dont aussi des bières aromatisées, puisqu'on utilise un peu ce qu'on a autour de chez nous. Ce que vous nous racontez là, mine de rien, ça invalide le classement habituel de bière blonde, bière rousse, etc. Complètement. On a vraiment aujourd'hui, Vanessa, des styles différents lorsqu'on est dans votre cave à bière. Comment est-ce qu'on fait pour se repérer? Si moi je suis client, comment est-ce que vous allez pouvoir nous guider
parmi ces différentes familles de bières? Et justement, donc c'est notre rôle en tant que caviste de conseiller les gens. Et on va pas s'orienter forcément vers un style, on va plutôt demander les goûts de la personne, enfin du client en question, s'il va préférer plutôt de la rondeur, ou des choses un petit peu plus amères, ou plus acides, comme il disait. Donc en fait, on s'adapte au goût du client, quoi. Et ensuite, on pourra l'orienter. Et donc, on va pas forcément vers un style ou vers une couleur, comme vous disiez, blonde, brune. Voilà, on va plutôt s'adapter au goût de la personne. Très bien. Et cela dit, les goûts évoluent parce que, par exemple, l'amertume. Il y a des nouvelles tendances. L'amertume va disparaître ou revient en force? Non, justement, au départ, quand moi j'ai ouvert le magasin, les gens étaient plutôt sur des bières relativement simples, basiques, et petit à petit, leur palais a évolué, comme les bières ont évolué aujourd'hui. Donc les gens s'orientent vers des bières un peu plus amères ou un petit peu plus acides. Enfin bref, les goûts évoluent. C'est vrai qu'il y a une vraie maturité chez les consommateurs. Voilà, avec justement les tendances, enfin ce que les brasseurs en font. Très bien. Donc, nous, on essaie d'amener en fait des nouvelles bières. C'est vrai qu'on pique un peu à droite à gauche. On est influencé quand même par l'Angleterre, les États-Unis. Voilà, il y a des nouveaux styles qui arrivent. On a des périodes, c'est un peu des cycles comme dans la mode. On a eu les bières très houblonnées. Là, on est plus dans des cycles de bières acides. Et bientôt, on aura les cycles de bières troubles et onctueuses, par exemple. Et voilà, il y a des cycles comme ça dans les bières que nous, on essaye d'amener aux consommateurs pour qu'on ne reste pas dans la bière lambda comme on la connaît depuis des générations, c'est-à-dire la bière de comptoir qui n'a pas forcément de goût. Et vous parliez de houblon. Le houblon, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans la conversation, mais à quoi sert le houblon dans la bière? Alors le houblon, lui, il est là pour l'aromatique dans les bières et aussi la conservation des bières puisqu'il est antiseptique. Voilà, nous on s'en sert pour vraiment donner du peps et du goût à nos bières. Et chaque houblon a sa typicité, comme typicité de goût. De goût, comme chaque cépage a une typicité. Admettons, je vous donne un houblon, c'est le Citra, qui est un houblon qui va sur l'agrume, le litchi, le fruit de la passion. Donc, spectaculaire en termes aromatiques, voilà. Assez séduisant. Ouais. On a le Sorachi qui va plus sur le coco, la noix de coco, le côté toasté. On a des variétés d'houblons comme ça qui donnent du goût à nos bières. Très bien. Alors, dans tout ce que vous dites, transparaît quand même quelque chose, c'est cette grande diversité. Moi, je me suis un petit peu amusé à parcourir les rayonnages et j'ai dénombré un nombre de styles tout à fait hallucinant, plus d'une trentaine de styles. Et la question qui se pose, c'est le capital sympathie naturel de la bière, c'est cette capacité à être un produit simple, compréhensible par tous. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce que ce risque pourrait se profiler? La bière devienne aussi compliquée que l'univers du vin? Est-ce que la bière peut devenir aussi prétentieuse que l'univers du vin? Est-ce que la bière peut devenir aussi difficile à appréhender que l'univers du vin? Faut rester simple, hein. Pardon. Encore une fois, bon, c'est vrai qu'on a tendance à définir des styles. Et cela dit, il y en a certains qui se ressemblent entre une IPA, enfin, bref, c'est bien de les classer. L'IPA, c'est intéressant de le dire, parce qu'on la voit arriver très souvent dans les conversations. Qu'est-ce que c'est? C'est une Indian Pale Ale. D'accord. Donc c'est une bière houblonnée, comme il le disait. Pour la petite histoire, c'est un antiseptique. Donc pour la petite histoire, c'est quand les Anglais partaient en Inde, pour conserver la bière, ils mettaient beaucoup de houblon. Donc ce qui permettait de conserver la bière le temps de la traversée. Et donc c'est comme ça que ce style est né. Donc c'est une bière très houblonnée, comme il disait, donc ce qui amène l'amertume ou le côté aromatique. Bref, donc c'est simple, il faut les classer parce qu'il faut le faire pour pouvoir l'expliquer. Mais après, il faut rester simple dans la bière, c'est qu'une question de goût. En fait, l'univers de la bière est déjà complexe, c'est juste qu'on ne le connaît pas. Après, nous, on veut qu'il reste populaire. Même si on sait que des fois, il y aura des bières un peu plus chères que d'autres. Ça va être l'explication qui va aller avec, c'est bien sûr la passion qu'on aura mis dedans, dans les produits qu'on aura utilisés, comment on aura utilisé ces produits, ou le vieillissement forcément en barrique ou autre, quoi. Voilà, donc. Puis ils s'amusent les brasseurs en général. Oui, le but c'est de s'amuser. On comprend bien que c'est un univers qui est en mutation, c'est un terreau d'inventivité. On utilise des barriques, on travaille différemment avec les houblons. Si moi je suis un amateur débutant, est-ce que je vais devoir, comme dans le vin, avoir un verre à Bordeaux, un verre à Bourgogne, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il existe un verre à dimension un peu universelle pour la dégustation? Non, moi je pense qu'il faut le même verre pour toutes les bières et à partir de là se laisser flotter sur chaque plaisir personnel, quoi.
Il y en a qui aiment les bières acides, d'autres les bières amères. Et c'est pour ça que aussi, la diversité des bières, c'est ce qui fait aussi la richesse de ce milieu. Ouais. Alors dans ce panorama, il y a un terme qui revient relativement régulièrement, c'est bière de terroir. Sérieusement, quand l'eau vient d'ici, que les houblons viennent par exemple des États-Unis, que les céréales sont maltées ailleurs, c'est une rigolade, on ne peut pas décemment parler de bière de terroir. Est-ce qu'on a un jour l'espoir de pouvoir y croire à cette notion de bière de terroir? Alors là, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est compliqué dans le sens que tout le monde utilise des matières premières qui viennent d'ailleurs. Mais on voit quand même une trame en France qui se rapproche de plus en plus de cette notion de terroir, avec des agriculteurs brasseurs qui vont cultiver leurs propres céréales, leurs propres houblons, et qui vont avoir un forage sur leur propre terre. Donc déjà, on sait très bien que la bière, c'est de l'eau. Nous, à Sulloz, on est allé chercher notre propre eau sur la nappe phréatique de la Crau. Donc on a vraiment une typicité sur notre eau. Et une partie de nos bières est faite avec les houblons du domaine et les céréales cultivées aussi sur nos terres. Une vieille variété qu'on a sélectionnée pour être adaptée au climat provençal et qui est maltée localement par une petite malterie dans le secteur. Donc là, on rentre quand même dans cet aspect de terroir. Une démarche assez vertueuse. Voilà. Après, tous les houblons ne sont pas adaptés au sud de la France, on le sait très bien. On prend les variétés qui sont adaptées à notre climat et par exemple, nos houblons sont beaucoup plus petits que dans la région nord et sont peut-être plus concentrés. Voilà, ils ont une autre typicité. Très bien. Alors vous parlez de houblon, vous l'avez dit Vanessa tout à l'heure, le houblon est vecteur d'amertume. On a un indice qui fleurit sur les étiquettes, IBU, qui va quantifier le degré d'amertume. Moi j'ai une crainte, je vois quelque chose se profiler. On a une tendance assez forte qui dit qu'on peut mener tout un repas à la bière, ce qui se conçoit très bien avec nos amis belges par exemple, mais si on pousse ce curseur de plus en plus haut en termes d'amertume, est-ce qu'on ne va pas tomber dans les biais qu'a connu le vin avec du fût de chêne, du fût de chêne, du fût de chêne? Est-ce que ça n'est pas une tendance forte? Est-ce qu'on a une décrue ou au contraire quelque chose qui continue à être une fuite en avant sur l'amertume? Ça a été le cas, parce qu'effectivement, il y a une surenchère en termes d'amertume, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Justement, quand vous parlez pour accompagner un repas, par exemple, du début à la fin, l'amertume ne se marie pas avec tous les mets. Donc, je pense qu'il y a une bière qui pourrait s'adapter à chaque mets. Mais par rapport à l'amertume, c'est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est vrai qu'on revient. Alors, on a toujours, pour s'amuser, on va dire, on a toujours cet aspect amertume et houblon. Mais c'est vrai qu'on revient de plus en plus vers la finesse, l'équilibre, la recherche de nouveaux goûts, de nouvelles manières de travailler le houblon. On n'est plus dans la surextraction. Il y a eu une course à l'armement où d'ailleurs même aujourd'hui on en souffre un peu parce que les brasseurs ont vraiment du mal à trouver du houblon. Et donc du coup, tout bêtement, plus on a de mal à trouver du houblon, plus on va se porter vers autre chose. Et indirectement, donc du coup, cette amertume, on la perd un peu quelque part. On est toujours un peu plus amer qu'une bière industrielle, mais parce qu'on en utilise toujours plus du houblon, mais on fait attention aussi à cet équilibre. Donc une maturité nouvelle. On a parlé de maturité chez les clients qui ont des demandes qui sont formalisées différemment aujourd'hui. On l'entend aussi chez les producteurs. J'ai l'impression que c'est même le marché de la bière en France qui gagne cette maturité. On a plusieurs signaux qui nous ont été envoyés puisque la France accusait un retard sur la scène internationale, retard qu'elle est en train de combler via un concours à dimension internationale qui s'appelle France Bière Challenge, qui est mené par notre Madame Bière nationale, Elisabeth Pierre. Vous y participez peut-être? Oui, j'y participe. Ouais, très bien. Vous trouverez le palmarès sur notre site 180 degrés libre buveur. Autre signe des temps en termes de maturité, la création d'un syndicat indépendant des brasseurs, peut-être pour prendre le large par rapport aux grandes maisons, les grandes marques. Là aussi, vous êtes intéressé par cette démarche? Oui, je pense que voilà, on a besoin d'être représenté au niveau national. Moi, je m'occupe en fait au niveau PACA. Dans la partie donc du SNBI. PACA, donc Provence-Côte d'Azur. Ouais, voilà. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et donc du coup, voilà, le syndicat national des brasseurs indépendants qui est là pour défendre les intérêts des petits brasseurs, comme des plus gros, mais voilà, des brasseurs, des artisans brasseurs surtout. D'accord. Alors, dernière chose, il semblerait que
en mai, Marseille fasse mousser le malt, parce que vous n'êtes pas qu'un brasseur sachant brasser, Guillaume, vous êtes aussi à l'origine d'une autre initiative très locale. Vous pouvez nous en dire un mot peut-être? Alors il y a un noyau dur, voilà, il y a un noyau dur au centre de Marseille avec Vanessa. Quand je dis Marseille, c'est un peu aussi la périphérie, parce qu'il y a Vanessa, la bière de la Rade, la brasserie des Suds, la brasserie Minotte et la brasserie de la Plaine. Et la route des bières. Et la route des bières, c'est vrai. Voilà. Donc ce noyau. Là, on a la colonne vertébrale des forces actives de la bière sur Marseille et alentour. Donc du coup, en fait, en 3 ans, on a monté un nouveau festival, un nouveau salon de la bière. Et là, cette année, un peu une nouveauté, on a monté Bière Provence, qui est une association locale qui régit en fait le Provence Bière Connexion. Un festival. Qui est un festival de bière qui a réuni l'année dernière 6000 personnes sur 1000 mètres carrés. Cette année, on parie sur 2000 mètres carrés avec des animations autour de la bière toute la journée et tout le week-end. Et où est-ce que ça aura lieu? La friche de la Belle de Mai, le 5 et 6 mai prochain. Très bien. Voilà. Rendez-vous est pris. Oui. Non pas la friche de la Belle de Mai, mais de la Belle de Malte, vous l'aurez traduit. À la vôtre.